Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à la nouvelle émission Sans filtre. Ingénieur chimiste et retraité d'ExxonMobil, Louis Bulidan est l'auteur de Les Irradiés de Béryl aux éditions Thaddée. Il raconte son affectation comme appelé au contingent sur un site d'essai nucléaire français à In-Eker, dans le désert du Hogar en Algérie, avec la collaboration de 4 camarades appelés comme lui sur un site d'essai nucléaire français à In-Eker, je le disais, dans le désert du Hogar, à 89 ans. Il veut briser le mur du silence autour des essais nucléaires français qui ont eu lieu de 1961 à 1967 dans le Hogar. Des générations d'Algériens souffrent aujourd'hui de cancers, de malformations et d'autres maladies causées par l'irradiation. 63 ans après Béryl, le tir raté du 1er mai 1962, aucune évaluation officielle des dommages sanitaires n'a été réalisée, alors qu'en Algérie, un peuple souffre et qu'en France, le silence persiste. Et Louis Bulidan demeure le dernier témoin vivant, déterminé à révéler la vérité et sans filtre. Louis Bulidan, bonsoir. Vous me rejoignez de Paris. Vous voulez briser, je le disais, le mur du silence en France, un mur politique et médiatique sur les essais nucléaires français au Sahara algérien. Ce qui vous a choqué récemment, c'est le documentaire diffusé par nos confrères de France 24, auquel vous aviez été convié pour apporter votre témoignage. À votre grande surprise, le documentaire de 15 minutes mis en ligne par France 24 ne restitue pas le documentaire initial de 22 minutes à l'origine de votre témoignage, visiblement pour limiter sa portée. Pourquoi, selon vous, cette déprogrammation, voire cette censure, et comment l'avez-vous vécu? Eh bien, d'abord, il faut situer dans le temps ce documentaire. France 24 m'a invité à témoigner dans ce documentaire après la remise au président de la République par Benjamin Stora de son rapport sur la réconciliation des mémoires. Donc, deux documents, comme vous l'avez dit, 22 minutes et 15 minutes. Le premier document de 22 minutes est en deux parties. La première partie est consacrée à Reagan, la seconde partie à Béryl. Ce qui est très important dans la première partie, c'est que nous avons le témoignage d'un irradié à Reagan, c'est-à-dire quelqu'un qui a été opéré de cancer à de très très nombreuses reprises, y compris sur le visage, et qui, aux côtés de sa femme, avoue les souffrances qu'il a endurées, puis les difficultés insurmontables qu'il a rencontrées pour se faire indemniser suivant la loi Morin. Mais ce n'est pas tout. Ce documentaire présente le témoignage d'une Algérienne, doctoresse en cancérologie à Tamanrasset, et qui a exercé pendant 10 ans. Ce médecin dit qu'à son arrivée à Tam, elle a observé les cancers de la thyroïde, des cancers du sang, de multiples cancers respiratoires, etc. Puis les malformations sur les enfants nés de ces irradiés. Dans ce documentaire sur Reagan, nous avons aussi le témoignage d'un tankiste qui, avec son engin, a été exposé au tir de Reagan dans la mesure où on lui a demandé de manœuvrer près du centre du tir, du centre de l'explosion, et qui en veut à Charles de Gaulle parce qu'il dit finalement de Gaulle et sa bombe vont exploiter comme cobaye pour vérifier les effets des irradiations sur notre corps.
et le développement de maladies. Donc, je trouvais que tout cela était très important dans le documentaire de 22 minutes. Dans le documentaire de 15 minutes, c'est Beryl, pas un mot sur le témoignage du médecin, pas un mot sur le témoignage d'un irradié. On sait qu'il y a eu beaucoup d'irradiés à Necker. Cela m'a surpris. Cela m'a surpris et mon témoignage a été légèrement écourté parce que on m'avait demandé mais qu'attendez-vous? Ben, je disais que la première chose, c'est que la France aurait dû se préoccuper de construire, d'investir dans un hôpital dédié aux effets des radiations sur le corps humain, et cela à Tam. Et ce message a été apparemment censuré. Alors, peut-être qu'il y avait un problème de timing sur la durée de ce documentaire. Mais ce qui m'a beaucoup étonné, c'est que lorsque j'ai voulu revoir ces deux documentaires, je n'ai trouvé sur le site de France 24 que celui de 15 minutes. Celui de 22 minutes avait disparu. Je l'ai revu, relu, réécouté, parce que j'en avais gardé l'original au moment de l'enregistrement en 2021. Pour, pour que le téléspectateur comprenne mieux cette affaire de censure ou de déprogrammation, France 24 a produit et réalisé deux documentaires distincts, un de 22 minutes, un deuxième de 15 minutes, et qui sont passés en télévision, hein, normalement, mais ou alors le même a été écourté, le même a été censuré, enfin une partie du documentaire initial a été censurée. Alors je vais vous répondre. Je vais vous répondre. L'enregistrement a été effectué au printemps de l'année 2021. Au mois d'août, je n'avais toujours pas de retour du réalisateur de France 24. Et lorsque je lui ai demandé où on en était, il m'a expliqué pourquoi il était en retard et qu'il allait produire deux documentaires. Et ma réaction aussitôt a été de lui demander pourquoi. Il ne m'a pas répondu. Il ne m'a pas répondu. Et il y a quelques jours, j'ai essayé de rentrer en contact avec lui pour lui demander comment se fait-il que je ne retrouvais pas le second documentaire, celui de 22 minutes, sur son site, et je n'ai obtenu aucune réponse. Et donc, il n'a pas répondu. Euh, Hormis France 24, quels ont été les médias français qui ont bien voulu parler de cette question, cette problématique des essais nucléaires de 1961 à 67? Alors là, je vais vous répondre très longuement. Je témoigne sur Beryl depuis l'année 2009 jusqu'à aujourd'hui. C'est grâce à Benoît Puet, un grand reporter du Monde, qui m'a retrouvé en 2009, au mois de juin, et qui m'a permis de révéler Beryl. Personne n'avait entendu parler de Beryl. Et mon interview par Benoît a fait l'objet d'un très très long article, très très long reportage, diffusé en juin 2009 sur le magazine du Monde. Ensuite, Benoît m'a encouragé à publier et écrire un livre. Mon livre a été Les irradiés de Beryl. Ce livre contient les témoignages de 4 camarades que j'ai retrouvés, et il est sorti, donc publié en 2011. En 2012, France Culture, Aurélie Luneau de France Culture m'a invité avec mon camarade Raymond Sonnet, un physicien un nucléaire connu, donc à parler de ce livre-là dans son émission La Marche des sciences. C'est 2012. En 2013, Jean Lebrun, sur France Inter, m'a invité à témoigner sur mon livre et sur Beryl dans son émission La Marche de l'Histoire. Donc 2013. Il a fallu attendre 2021 pour la réalisation de ces deux documentaires de France 24. Ensuite, en 2022, j'ai travaillé avec l'artiste plasticien Amar Bourras, algérien,
qui avait été invité à présenter une œuvre à la 12e Biennale de Berlin. Cette œuvre consistait en mon témoignage sous la forme d'une vidéo et Amar a réalisé une œuvre pour reconstituer avec une mosaïque d'images le site des tirs, dont celui de Béryl, dans la montagne du Tanafela, dans le Hogar. Son travail a été salué, en particulier dans le monde, très important, salué dans le monde. On a mentionné Béryl et on a salué son travail. Donc là, on est en 2022. Ensuite, c'est votre émission de février de 2025 et votre émission aujourd'hui. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Donc c'est l'émission Le Vrai Dialogue sur Atypique TV en février 2025 ici à Bruxelles. Absolument. Et à cela, j'ajouterai que je tiens un blog sur Mediapart de près de 700 billets et à de très très nombreuses reprises, j'ai écrit sur Béryl. Au point que, bon, vous allez savoir que Mediapart est un média qui a plus de 250 000 abonnés, certainement plusieurs milliers de blogueurs, et à 2 reprises, mes billets sur Béryl ont été mis à la une du club. Mais ce n'est pas tout. Lorsque Stora a remis au président de la République le 21 janvier 2021... Quand vous dites Stora, vous voulez dire Benjamin Stora, cet historien français d'origine juive algérienne. Hein? Absolument, spécialiste donc de l'Algérie coloniale. Donc lorsque Benjamin Stora a remis son rapport, un rapport de 160 pages au président de la République, j'ai été très très choqué parce que j'attendais beaucoup de ce rapport, très choqué que Stora liquide en quelques phrases la question des essais nucléaires, demandant simplement dans une de ses recommandations le nettoyage des sites, c'est-à-dire qu'il y avait du matériel militaire, des équipements qui avaient été enfouis autour de la montagne du Tanafela, donc de les enlever, de nettoyer, et il demande au président de la République de déclassifier les archives, mais sans mentionner les essais nucléaires. Donc, j'ai écrit une lettre ouverte à Benjamin Stora jusqu'à dire que finalement, selon mon point de vue, il n'avait été que le scribe du prince, le prince étant Monsieur Macron. Aucune réaction, bien sûr, à cette lettre ouverte. Ensuite, on va revenir à l'épisode, si je puis dire, Benjamin Stora. Mais avant, Louis Bulidan, permettez-moi de rappeler, parce que vous indiquiez tout à l'heure vos contributions très intéressantes chez nos amis Mediapart, nos collègues Mediapart. Donc ils peuvent vous lire, mais ils peuvent vous lire aussi parce que vous nous faites l'amitié et l'honneur d'écrire et d'être publié sur le site d'information d'Atypique TV. Louis Bulidan, aucune initiative, selon vous, n'a été prise pour établir un bilan humain, sauf la loi Morin. Laissez-moi finir, pardonnez-moi parce que c'est pas évident par Zoom, j'ai pas l'habitude. Donc, à part la loi Morin pour indemniser, irradier, pour vous, donc pour vous, la France a abandonné les hommes et les terrains et vous l'appelez à prendre ses responsabilités, n'est-ce pas? Lila, je vais vous interrompre. Je voulais ajouter que le 23 janvier, j'ai publié une lettre ouverte à Bruno Retailleau, parce que... récemment, oui, c'est vrai, vous avez raison, allez-y. Parce que j'ai vivement protesté sur le fait que ce ministre de l'Intérieur de la Ve République ait évoqué la fierté de la France qui avait été insultée par les crachats de l'Algérie. J'ai rappelé à ce monsieur, à ce Vendéen, que la France avait une dette considérable à l'égard de l'Algérie pour avoir saccagé son territoire saharien, un territoire de 2,4 millions de kilomètres carrés, et que ce n'était pas dans sa capacité de ministre de l'Intérieur d'un gouvernement de M. Macron qu'il devait déclarer aux Français que la page de la colonisation de l'Algérie, la page de cette guerre était tournée.
très important, très important, et nous avions relayé l'information à ce moment-là. Une petite parenthèse, vous n'avez jamais demandé à votre ami et notre confrère Benoît Hopquin les raisons pour lesquelles il a été intéressé à travailler ce genre de sujet, si je puis dire? Oui, eh bien, écoutez, Benoît savait qu'il s'était passé quelque chose à l'occasion de cette série d'essais à Reagan et surtout maintenant, dans mon cas, dans le Hogar. Et en 2008, j'ai fait l'objet d'un portrait dans Le Monde pour des questions qui n'avaient rien à voir avec l'Algérie et les essais nucléaires. Et dans ce portrait, cette biographie, on m'avait demandé, bon, qu'avez-vous fait de votre service militaire? Et j'avais simplement mentionné, j'étais à Hinecker. Et Benoît, en lisant cette page-là, s'est dit, mais j'ai un témoin des essais nucléaires dans le Hogar. Et il m'a approché après avoir retrouvé aussi mon camarade, malheureusement qui vient de nous quitter, Raymond Sonnet, qui est un physicien nucléaire connu, qui a fait toute sa carrière au Collège de France et qui, pour moi, est la caution de notre livre Les Irradiés de Béryl. Parce que moi, je suis un simple ingénieur chimiste qui n'a aucune expérience du nucléaire et j'avais besoin du témoignage de Raymond pour conforter mon témoignage. Donc, vous le disiez tout à l'heure, hein, Louis, deux lettres ouvertes n'ont malheureusement servi à rien puisque vous n'avez obtenu aucun retour, ni de la part de l'historien Benjamin Stora, ni de la part de l'ancien ministre des Affaires intérieures. Et je reviens à la question que je vous posais tout à l'heure. Pourquoi la France semble abandonner cette affaire? Pourquoi ce mur du silence? Et vous êtes là, vous êtes un des rares à appeler la France, à appeler le président de la République, Monsieur Macron, à prendre ses responsabilités. Écoutez, je vais vous répondre là-dessus. Il y a plusieurs réponses. La première, c'est l'oubli. Je voudrais rappeler quand même que cette guerre d'Algérie a coûté 12 millions, 12 000 appelés qui sont morts, non pas pour la France, mais qui sont morts pour la colonisation de l'Algérie. 12 000. Est-ce qu'on en parle aujourd'hui? Absolument pas. Une date avait été retenue pour commémorer leur sacrifice le 5 décembre. Je n'ai jamais vu un président de la République s'incliner devant le monument du Quai Branly pour rappeler le sacrifice de ces jeunes qui avaient 20 ans dans les Aurès. Ouais. Puis, je pense que ce mur de silence, cette chape de plomb se justifie chez les autorités françaises par le fait que le coût des réparations est considérable. Le coût humain est considérable. On a dévasté un territoire, comme je l'ai dit, de 2,4 millions de kilomètres carrés dévasté pour l'éternité, pour l'éternité. Mais cela a un coût immense, immense, immense. On a détruit l'environnement de cet espace saharien et aucun bilan, vous l'avez dit, aucun bilan n'a été établi sur ce saccage. Mhm. Voilà les. Et Louis, le président Macron, a fait un geste quand même, mais pour seulement les Polynésiens, mais rien par rapport aux Algériens. Là aussi, vous ne comprenez pas ce deux poids, deux mesures, où on va parler, on pourra même parler de diviser pour régner, car jusqu'à récemment, des associations de Polynésie et de l'Algérie travaillaient ensemble en ce sens. Est-ce que c'est une stratégie qui vise à semer la discorde et à opposer les deux peuples pour les affaiblir et pour les influencer? Quand vous parlez de deux peuples, vous voulez dire les Français, les Le Polynésiens. peuple, les Polynésiens qui sont encore français, hein, Écoutez, et puis les Algériens qui sont déjà souverains depuis 1962. vous savez, je vous rappellerai que les Algériens, pendant la colonisation, n'ont jamais été français. C'était simplement des indigènes.
On n'a jamais parlé d'Algériens pendant la guerre d'Algérie et pendant la colonisation. C'était des indigènes. Alors peut-être que dans l'esprit de nos présidents de la République, je rappelle que je témoigne depuis 2009, c'est-à-dire sous la présidence de M. Sarkozy, sous la présidence de M. Hollande, sous la présidence de M. Macron, et aucun de ces chefs d'État n'a pris en considération la responsabilité de la France dans ces campagnes d'essais nucléaires. Donc je pense que M. Macron s'intéresse aux Polynésiens parce qu'ils sont français et ne s'intéresse absolument pas aux Algériens pour cette raison. Mais je voudrais aussi ajouter que l'Algérie non plus, les autorités algériennes, les chefs de gouvernement, les présidents apparemment ne se sont pas souvent manifestés, si ce n'est jamais manifestés, pour demander réparation à la France. C'est simplement cette année que le 13 février, j'ai écouté le président de l'Assemblée nationale algérienne rappeler à la France son devoir et sa responsabilité. Monsieur Ibrahim Bougali, donc, c'était lors de la fameuse émission que nous avons pu réaliser avec vous et lui-même notamment. Absolument. Et il ignorait l'existence de ce témoignage dans ce livre, Les Irradiés de Béryl. Mmh. Donc, il y a certainement un problème de communication et d'information, en tout cas, et j'imagine que ce que vous venez de dire est très important, et c'est un appel aux autorités algériennes de votre part, Monsieur Louis Bulidan. Revenons un tant soit peu, à Benjamin Stora, l'historien français d'origine juive algérienne. Vous lui reprochez d'avoir remis au président français un rapport de 111 pages, 160. 116 pages, 160. 160 pages, mais rien ou presque sur les essais nucléaires. C'est un oubli de Benjamin Stora ou ce sont les directives de l'Élysée, selon vous? Écoutez, moi, j'ai voulu connaître Benjamin Stora et j'ai écouté sur France Culture, sur France Inter, Radio France, France Info, tous les entretiens qu'il a pu donner sur l'histoire de l'Algérie. C'est très important, c'est très intéressant, cela m'a passionné. Mais je ne l'ai jamais entendu parler des essais nucléaires, sauf cette année. Sauf cette année. Récemment, Guillaume Erner, dans son émission Les Matins sur France Culture, l'a invité pour parler de la rupture des relations entre la France et l'Algérie. Stora a évoqué ce qu'il avait écrit dans le rapport remis à M. Macron, à savoir que la France avait un devoir de nettoyer le site des essais dans l'Oga, c'est-à-dire sortir des sables les engins irradiés qui avaient été enfuis. Puis il a balbutié, c'est bien un balbutiement qu'il y avait aussi des irradiés. Mais ensuite, quelques semaines après, il a donné un entretien, je ne sais plus si c'est sur France Info, Radio France, très long, et il a évoqué longuement les essais nucléaires. Mais pour dire quoi? Rappeler qu'il fallait nettoyer les sites, puis il a parlé des irradiés. Et là, je n'ai pas compris ce qu'il a dit. Il a demandé à la France de remettre des cartes de façon à identifier, à repérer les zones du Sahara où on avait pu irradier des Touaregs, des nomades et autres. J'ai pas compris cette demande. Ensuite, le journaliste lui a demandé s'il pensait que la reconnaissance par la France de sa responsabilité dans les essais nucléaires aurait été suffisant pour rapprocher de nouveau la France et l'Algérie. Et il a dit, il a probablement raison, que ce ne serait pas suffisant.
Cependant, si vous voulez, même si je dénonce l'attitude de Stoa dans cette affaire-là, je reconnais la qualité du combat qu'il mène pour réconcilier la France et l'Algérie, et j'adhère totalement à ce combat. Encore un mot sur Stora, hein, Louis Bulidan. Euh, je pense que vous avez fait allusion tout à l'heure à la doctorante française hein, qui, avant la publication de ses travaux, elle avait essayé d'approcher Monsieur Stora, mais elle a été éconduite. Pourquoi, selon vous? Alors écoutez, lorsque ce livre, Les Irradiés de Beryl, a été publié, j'ai été approché par de nombreuses personnes, une franco-algérienne qui avait qui a une grande connaissance de la communauté touareg, et j'ai été approché par deux étudiants, une doctorante qui enquêtait sur les essais nucléaires dans le Hogar, qui a demandé à être reçu par Benjamin Stora, qui l'a éconduit, vraiment éconduit. Et voilà. Ensuite, un ancien élève de l'école normale Et supérieure dites-moi pourquoi elle a été éconduite, parce selon que vous? il lui a dit que les essais nucléaires, ça ne l'intéressait pas. Je pense Bizarrement. que c'est pareil. Stora sait que la France ne veut absolument pas s'engager sur cette mémoire du passif de nos essais nucléaires. Et Stora, il se range du côté du prince. Hein. Le prince, c'est Macron. Hein. Voilà. Ensuite, un ancien élève de l'école normale supérieure qui travaille sur un mémoire consacré à la levée du secret défense est venu me voir et pareillement, il m'a dit qu'il avait demandé à Stora de le recevoir. Alors bien sûr, c'était un élève de la rue d'Ulm. Stora a certainement estimé qu'il était à son niveau et cet ancien normalien a rigolé en me disant tout ce que j'ai pu obtenir de Stora, c'est qu'il m'a demandé d'acheter son livre, son dernier livre. Louis Bulidan, permettez-moi de rappeler qu'aujourd'hui, vous avez 89 ans. Je dois rappeler que vous avez perdu la vue il y a quelques années, maintenant, je pense 8 ans, 9 ans, vous me corrigiez tout à l'heure. Vous êtes resté dans le désert algérien 8 mois, entre novembre 1961 et juillet 1962. Vous aviez 24 ans, vous étiez appelé et ingénieur chimiste. Quelle a été la vie, est-ce que vous appeliez à l'époque la base vie à ce moment-là? Alors c'est une question qui m'intéresse beaucoup parce que la question ne m'a jamais été posée autrefois. Bon, il faut rappeler ce que c'était cette base vie. Cette base vie, c'était un rectangle hein, sur un axe nord-sud, sur une longueur donc d'un peu plus de kilomètre, d'un peu plus, pardon, d'un kilomètre, une largeur supérieure à 500 mètres. Une route goudronnée partageait ce rectangle. Sur la droite, il y avait nos casernements, il y avait un hôpital. Sur la gauche, il y avait nos laboratoires. Nous avions deux services, nos laboratoires et puis les bâtiments du commandement de la base. Il faut dire que tous, on était à peu près 2000 là-dessus. Sur ces 2000, c'était des appelés dédiés à des travaux de génie et comme scientifiques, nous étions simplement une dizaine. Cinq physiciens ou chimistes comme moi et cinq spécialistes en électronique pour l'entretien de nos équipements. Et nous étions très, très heureux d'être sur cette base. Pourquoi? Parce que nous évitions la guerre d'Algérie. Et cette base était très très bien équipée, les conditions de vie étaient très confortables, elle était sous le commandement de la marine et la marine est un corps qui est beaucoup plus tolérant vis-à-vis de la troupe que sont les autres corps, les autres corps. Donc on était très très bien sur cette base, très très bien. Et par contre, et cela est très très important, cette base n'était absolument pas équipée pour un suivi médical du personnel militaire, du personnel civil
et bien sûr, nous y reviendrons, des populations dites laborieuses des Oasis, qui étaient les Touaregs que nous avions à notre service sur le site. C'est-à-dire que avant et après les essais, ce personnel n'a jamais été suivi en ce qui concerne les formulations sanguines. Et cela est très important à rappeler, et c'est une faute très très grave de l'armée et du CEA. Et cela, c'est une question que j'ai souvent évoquée avec mon camarade Raymond Sonnet. Et Raymond m'a dit, mais je vais te rappeler la chose suivante, j'ai été libéré à Reagan. Et pour être libéré, vous passez une visite médicale. Et j'ai demandé à Reagan, au Toubib, ma formulation sanguine. Le Toubib a été très étonné de ma question et il m'a dit, mais je suis pas équipé. Si vous voulez un contrôle de votre formulation sanguine, il faut que je fasse un prélèvement que j'envoie à Paris. Ça demande au moins 8 jours. Et Raymond a dit, j'avais fait plus de 2 ans. Il n'était pas question de rester 8 jours de plus. Et cela m'a fait beaucoup réfléchir parce que avant d'aller dans le Haut-Gard, d'être affecté dans le Haut-Gard, j'ai servi plusieurs mois au fort d'Aubervilliers, au service technique des armées dont je dépendais. Et là, je travaillais sur des travaux relatifs à la radioactivité de l'air et ma formulation sanguine au fort d'Aubervilliers était régulièrement vérifiée. Et à Yeneker, sur la base vie, aucun laboratoire, aucun équipement pour suivre médicalement aussi bien les militaires, les civils que les Algériens. D'où la question, hein, Louis, comment les autorités françaises ont réagi quand un tir, hein, le tir Beryl, a explosé en mai 1962? Écoutez, cette question est très intéressante. Souvent, on me dit, mais finalement, bon, est-ce que vous étiez fier d'assister, de participer à ces campagnes d'essai, etc., etc. Écoutez, franchement, la bombe, on s'en moquait. Hein. Nous, on était partis pour 28 mois de service militaire, 32 mois pour certains. La seule chose auquel on pensait, c'était la quille. La quille. Alors, bien sûr, lorsque moi-même j'ai appris la date du tir de Beryl, j'ai demandé quand même, cette bombe, elle arrive comment? Elle arrive par avion, etc., etc. Alors, on m'a dit, elle est à côté de chez toi, dans un bâtiment, etc. Alors là, je commençais à m'inquiéter. Mais ne t'inquiète pas, le détonateur n'est pas là. Si vous voulez, c'est la seule question qui m'a préoccupé. Ensuite, à la veille du tir, ou quelques jours avant, nous avions donc 2 services sur la base vie. Un service dédié au contrôle de la radioactivité de l'air, c'était mon service. Un service dédié à la radioactivité de la végétation, de l'eau, etc. C'était le service chimie. Et nous avions deux équipes. Une équipe dans un laboratoire fixe sur la base vie, c'était mon équipe. J'étais seul. Et une équipe sur une cabine autotractée, une cabine très très bien équipée, au pied de la falaise de la face est du Tanafela. Et lorsqu'on s'est distribué les tâches, j'ai demandé aux 3 copains de la cabine qui avaient assisté au premier tir de l'Aurore, comment ça s'est passé. Ah, ils m'ont dit, si tu avais vu, la montagne tremble, il y a une avalanche de rochers qui tombent, etc. Bon, je me suis dit, ça c'est une histoire à recevoir les rochers sur la cabine. Ils étaient volontaires pour rester dans la cabine. J'ai été très content de rester dans mon laboratoire, qui était à une trentaine de kilomètres de la montagne du Tanafela. Ce sont les seules questions que je me suis posées. Ensuite, comme je l'ai bien décrit dans mon livre, je n'ai connu du tir
que mes enregistrements sur le passage du nuage radioactif. Le tir s'est manifesté par une vague de poussière, on n'y voyait plus rien. J'ai entendu la détonation, mais c'est tout ce que j'ai connu du tir. Comme je l'ai dit dans mon livre, ma bande d'essai m'a permis de reconnaître immédiatement qu'un nuage radioactif d'une très très forte radioactivité passait au-dessus de nous. Je l'ai mesuré sur à peu près une demi-heure. J'ai témoigné en disant que ma bande d'enregistrement de cette radioactivité m'a été soustraite. Lorsque j'ai demandé à mon patron de me la restituer, celui-ci a marqué beaucoup d'hésitation. C'était un type très bien. C'était un commandant, le commandant violent. Et il m'a dit, je l'ai plus. Je l'ai plus parce que au mess, tout le monde a voulu l'avoir et je l'ai perdu. Vous l'avez cru à l'époque? Vous l'aviez cru? Parce que c'était quelqu'un de très très bien. Je l'ai cru, je l'ai cru, je l'ai cru. Bon, ses motivations étaient les siennes. Voilà, je l'ai cru. Et tout ce que je peux vous dire, c'est qu'ensuite, sur cette base, on m'a parlé souvent de la discipline. Non, non, nous étions, nous les scientifiques, on était secs, des électrons libres là-dedans. Tout ce qu'on nous demandait, c'était de surveiller nos instruments et pour mes camarades chimistes, d'aller prélever l'herbe à chameau dans les oueds, la végétation des palmiers dans les oasis, l'eau. D'ailleurs, on n'était pas équipé pour mesurer la radioactivité de ces prélèvements. Ils étaient envoyés en France. Donc, on dispose certainement de beaucoup de données qui sont classées toujours secret défense. On n'y a pas accès. Je voudrais rappeler que mon camarade Raymond Sonnet, qui m'a remplacé sur le site, mon poste était très recherché parce que je couchais dans mon laboratoire et mon laboratoire était climatisé. Donc, on faisait la queue pour me remplacer. Et Raymond, donc, est resté 6 mois après moi et a passé son temps à échantillonner. Il a été irradié d'ailleurs parce qu'il a été échantillonné entre le Tanafela et Tamanrasset sur une distance de 150 km. Je voudrais dire aussi que l'armée et le CEA étaient conscientes qu'on avait irradié sur des surfaces très très importantes puisque le tir de Beryl c'est le 1er mai et le 16 juin nous sommes allés avec les chimistes prélever de l'herbe à chameau à Amguide. Amguide, c'est un fortin perdu entre Insala et Ineker. Et le même jour, nous sommes allés à la palmeraie, à l'oasis de Janet, échantillonner les palmiers, l'eau, etc., etc. Donc, l'armée était consciente qu'on avait irradié très loin. Par ailleurs, le chauffeur de notre 4x4 s'est absenté une 8aine de jours. Quand je l'ai revu, je lui ai dit, mais où étais-tu? Où étais-tu? Il n'a pas voulu me le dire. Puis après, j'ai compris que certainement, il avait accompagné d'autres camarades chimistes faire des prélèvements au Sahel, au Mali et autres. Donc, l'armée, le CEA, était conscient que ces retombées radioactives avaient été très très loin, très très loin. Il y a des Français hostiles, on va les appeler, on va les qualifier comme ça, des Français hostiles qui font savoir que l'Algérie veut juste soutirer de l'argent à la France, car selon eux, il n'y a jamais eu d'irradiés au Sahara. Parmi ces gens, il y a même ceux qui reçoivent des visas de l'Algérie pour aller faire de l'escalade dans le Hogar, encore aujourd'hui. On ne cite aucun nom ici, hein, je vous le promets, Louis Bluidan, mais qu'est-ce que cela vous évoque? Écoutez, la seule réaction des autorités françaises à ce livre, Les Irradiés de Beryl, a été celle d'individus qui a demandé à me rencontrer à propos de mon livre. Et j'ai demandé à Raymond de venir chez nous
pour recevoir cet individu. Il s'est présenté comme un polytechnicien, il s'est présenté comme un scientifique qui, 4 ans après Beryl, avait travaillé 6 mois sur la base vie, doté d'un hélicoptère, doté d'une bande de scientifiques avec des équipements dont Raymond n'avait jamais entendu parler de par leur sophistication, et que, au cours de ces 6 mois, il n'avait mesuré aucune radioactivité. Et vite, j'ai compris la supercherie parce que j'évoque le camp Saint-Laurent. Et l'individu m'a demandé, mais qu'est-ce que c'est que le camp Saint-Laurent? Donc l'homme avait passé 6 mois sur la base vie sans en connaître le nom. À l'issue de cet entretien qui a duré 2 heures, Raymond m'a dit, laisse tomber, c'est un con. Et cet individu est resté en contact avec moi. Je ne comprenais pas pourquoi. Il me parlait de ses hospitalisations et régulièrement, il me disait que chaque année, il allait une fois ou deux dans le Haut-Gard faire de l'escalade sur la Garette de Genoud, etc. Et le lendemain de ce colloque du 13 février 2025 en Algérie, juste avant votre émission, Lila, du 19 février, il m'envoie un message. Vous voyez encore, les Algériens cherchent à retirer du pognon de la France. C'est une honte. J'arrive de l'Algérie, je refais l'escalade de la Garette de Genoud, j'avais un compteur Gégère, je n'ai mesuré aucune radioactivité. Aussitôt, je passe l'info à Raymond, et Raymond me dit, écoute, réponds-lui que sur un compteur Gégère, il y a un bouton marche arrêt. Louis, on ne pouvait pas faire cette émission, hein, ce sans filtre avec vous, sans évoquer votre ami et frère d'armes, feu Raymond Senet, un grand physicien nucléaire qui est décédé, on le disait au début de cette émission, il y a quelques mois, il y a tout juste quelques mois. Il était à vos côtés dans le désert algérien. Qu'est-ce qu'il disait, lui, concernant les explosions nucléaires dans le sud algérien? Et vous avez dit, et corrigez-moi tout à l'heure, vous avez dit que Raymond Senet avait été irradié. Oui, Raymond a été irradié. Euh, Vous savez, Raymond avait cinq enfants. Il a perdu un fils. Et je crois que c'est une sclérose en plaques, j'en suis pas sûr. Et il s'est souvent interrogé là-dessus. Il s'est souvent interrogé. Je vous rappelle que la cancérologue de Tam et bien d'autres médecins ont évoqué ce sujet-là, a parlé des malformations, a parlé des conséquences des irradiations sur les enfants et petits-enfants. Hein. Et Raymond, y pensait souvent. Il disait, j'ai été irradié, j'ai perdu un fils. Mais oublions cela. Raymond était convaincu, l'a dit, a témoigné là-dessus, que l'armée, le CEA, connaissait le rapport entre les irradiations, les rayonnements et un certain nombre de cancers. Mais à l'époque de Beryl, on avait identifié très peu de cancers. Il y a actuellement une trentaine de cancers qui sont liés à l'exposition à des radiations. Aujourd'hui, la France, je crois, n'en retient que 23. Mais à l'époque, c'était quelques-uns. Et on savait que être irradié, c'était dangereux. Mais l'armée le savait, le CEA le savait. Mais il y a un doute. Est-ce que finalement, ils avaient apprécié l'importance de l'effet des ces rayonnements sur la santé des populations. D'ailleurs, Lida, vous m'amenez à dire une chose. Souvent, on me dit, mais quel est le dernier message, comme dernier témoignage
patrimoine Beryl que vous souhaiteriez laisser. Bien, ce message, c'est de demander, de recommander aux autorités algériennes d'ouvrir un livre blanc, pour enquêter sur les conséquences humaines, humaines et environnementales de nos campagnes d'essai en Algérie. Alors, un livre blanc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la réunion d'une commission d'experts indépendants. Je dis bien indépendants, associés à des historiens. Cela demandera peut-être plusieurs années pour réaliser une enquête. Et si les autorités algériennes le souhaitaient, on pourrait y associer une partie française avec des experts indépendants du côté français, des historiens, Benjamin Stora, par exemple, mais pourquoi pas des experts indépendants étrangers. Les Anglais ont réalisé des essais nucléaires en Australie, les États-Unis dans l'atoll de Bikini. Donc, il y a des experts indépendants qui peuvent permettre d'ouvrir ce livre blanc et de faire vraiment le bilan de nos responsabilités et de mettre la France en face de ses devoirs de reconnaissance de ce résidu de la colonisation de l'Algérie. Louis, de son vivant, euh, René Rémancenet il voulait lui aussi témoigner, mais il est parti avec ses secrets, il a laissé derrière lui des enfants. En tant que journaliste, je suis rentrée en contact avec un de ses fils. Euh, Vous pensez que il y a des informations qui puissent aider justement à aller et dans le même sens que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire qu'il y ait ce livre blanc et dans ce livre blanc, durant ces commissions, ces enquêtes, les enfants de Raymond Senet pourraient éventuellement apporter des informations Je vais, importantes à ce dossier, je vais répondre à cette question, des secrets, on va dire. mais je vais vous faire une révélation que je fais au nom de Raymond. Dans les dernières semaines de sa vie, Raymond m'a dit, écoute, j'ai un rapport sous la main. Je ne vais pas vous dire d'où il vient, ça importe. Et j'ai eu le courage de le parcourir. J'ai découvert que pour préparer ces tirs en galerie, le CEA avait creusé un tunnel dans la montagne pour avoir accès à chaque galerie de tir et de façon à faire des prélèvements, des mesures sur la radioactivité résiduelle dans la galerie après un tir. Pour le tir de Beryl, donc il y avait un protocole de colmatage afin que le jour du tir, ce tunnel soit obstrué de façon à ce qu'il n'y ait aucune fuite. Et Raymond m'a dit, j'ai lu que le protocole de colmatage n'avait pas fonctionné et qu'un flux de neutrons très très important avait fui. Et Raymond m'a dit, mais tu sais, les neutrons, il n'y a pas plus terrible. Rien à voir avec les éléments radioactifs échappés avec le nuage de la galerie. Et Raymond m'a dit, tu sais, le jour où je révélerai cette information, c'est une bombe. Mais moi, Lila, je ne sais pas apprécier, si vous voulez, l'importance, la valeur de ce témoignage de Raymond. Mais Raymond est décédé le 6 mai. Le dernier échange que j'ai eu avec lui est du 28 avril. Et Raymond me disait, tu sais, c'est une bombe. C'est une bombe. Voilà. Par ailleurs, moi aussi, j'ai un contact avec sa fille, Nadine.
Et Nadine m'a dit que elle n'avait aucune compétence, donc elle n'était pas physicienne, elle n'avait aucune compétence. Et lorsque l'armée a déclassifié les archives du secret relatives aux essais nucléaires, ces archives ont été remises à l'AVEN, l'association des vétérans des essais nucléaires, qui les a remis à Raymond. Et Raymond m'a dit, mais c'est un travail considérable, seule une équipe est capable d'exploiter ces archives. Mais il me dit, tranquillise-toi, j'ai passé des heures à feuilleter les dossiers, je crois qu'il y avait 4 ou 5 cartons. Il y en avait 4 sur la Polynésie et un sur le Sahara. Il m'a dit, il y a beaucoup de fiches blanches. Il m'a dit, tu penses bien que tout ce qui concerne les mesures que nous avons faites, que j'ai faites, elles ne sont pas dans ces dossiers. Et Raymond, ensuite, a réalisé une clé UBS là-dessus, et je crois qu'il l'a remis, mais ce serait une trop longue histoire, à un journaliste qui enquête sur ces essais nucléaires et que j'avais mis en contact avec Raymond. Je voudrais ajouter une chose. Je vous ai dit l'ignorance de ces 3 présidents de la République, l'ignorance des conséquences de ces essais. Je rappelle, Monsieur Sarkozy, Monsieur Hollande, Monsieur Macron. L'AVEN, et c'est le témoignage d'un irradié, de Pierre Leroy, décédé d'un cancer, témoignage très important qui rappelait que l'AVEN avait demandé à plusieurs reprises à être reçu par le ministre Morin, qui a été l'auteur de la loi d'indemnisation. Qui porte ce nom, oui. Morin. Et lorsqu'ils ont été reçus, le ministre n'a pas daigné se déranger et ils ont été reçus, la délégation de l'AVEN, par son directeur de cabinet. Ensuite, l'AVEN a demandé à être reçu par M. Sarkozy. Le bureau de l'Élysée a fait répondre à l'AVEN que l'emploi du temps de M. Sarkozy était trop chargé pour recevoir les représentants de l'AVEN. Mais le lendemain, M. Sarkozy était sur le circuit du Tour de France. Vous voyez l'importance que nos chefs d'État ont donnée aux irradiés. Qu'est-ce que vous souhaitez que la France fasse aujourd'hui? Et c'est ma dernière question. Eh bien, qu'elle se rapproche du gouvernement algérien et qu'elle traite de ce bilan et de ses responsabilités avec le gouvernement algérien. Et c'est pas à l'Algérie d'en faire le geste, c'est à la France. Monsieur Bulidan, vous avez voulu, à juste titre d'ailleurs, que l'on fasse témoigner des Touaregs algériens qui ont subi les irradiations et leurs conséquences. J'en profite pour faire appel durant cette émission ou à la fin de cette émission, je fais appel à des Touaregs qui vivent dans le Grand Sahara algérien de nous contacter, de contacter Atypique TV via son email très facile à retenir, contact atypique.tv. Je demanderai à la réalisation de l'ajouter en bande passante. Donc, contact atypique.tv. Donc, si vous souhaitez témoigner, et c'est très important, puisque beaucoup de Français hostiles, c'est comme ça qu'on va les appeler, pensent ou même affirment qu'il n'y avait pas de personnes qui y vivaient dans cette région. Il n'y avait pas de faune ni de flore. Or, le temps a prouvé le contraire. Monsieur Louis Bulidan, vous-même, vous m'aviez remis il y a quelque temps, vous m'avez envoyé quelques photos de Touaregs que vous avez rencontrés il y a un peu plus de 60 ans, là-bas, donc dans la région du Hogar.
Louis Bulidan, merci infiniment pour ce témoignage exclusif sur Atypique TV. Il va certainement contribuer à rétablir un jour toute la vérité sur les essais nucléaires français dans le désert algérien. Louis Bulidan, on vous a certainement dit que vous étiez un grand homme, plein d'humanité et d'humanité, plein de justice et de justesse. Merci infiniment pour celles et ceux qui vont suivre et s'informer grâce à votre témoignage. Madame, Monsieur, cette émission s'achève. Merci de l'avoir suivie et à très bientôt sur Atypique, bien sûr. Au revoir.